de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans ce énième numéro de votre magazine Actu Hebdo sur la meilleure de télévision. Rupture, on se retrouve encore dans ce beau cadre pour passer l'actualité qui prévaut en revue sur l'étendue du territoire national. On abordera des questions sur le porte-parole de l'opposition avec toute cette agitation au sein de la classe politique congolaise, mais également on parlera de cette affaire émolument des députés nationaux qui dit vrai après l'annonce du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, lors de la clôture de la session de mars. Ces allégations qui stipulaient que les députés nationaux reçoivent comme émolument 5 000 $. On en parle tout de suite dans cette émission, mais aussi sans pourtant oublier l'actualité de la semaine dernière qui faisait sur la toile sur la démission de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée à l'environnement et climat. On en parle dans cette émission. Alors, sur ce, nous avons le réel plaisir de recevoir un analyste politique. Avec lui, nous allons passer en revue toutes ces questions. Lui, c'est Marius Moubalama, à qui je veux saluer. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Augustin. Bonjour à nos téléspectateurs. Merci encore une fois de nous avoir associés sur ce beau plateau de Rupture Télévision, afin de parler pays, de discuter pays dans un cadre républicain. Ici, comme on est là, on ne s'estime pas tout connaître ou bien avoir une connaissance aussi spéciale, mais avec toute modestie, j'espère que nous allons partager ce dont nous connaissons pour la bonne marche de notre pays. Très bien, on va parler République démocratique du Congo en tant que bon patriote. Alors, nous commençons avec la question sur la désignation du porte-parole de l'opposition. Ça fait couler beaucoup d'encre au sein de l'opposition, au sein de l'opinion d'ailleurs congolaise. Katumbi qui a tendu la main de Fayoul, Fayoul qui a rejeté cette main tendue de Katumbi, Delik Sessanga qui rejette la démarche de la désignation. Entre-temps, Katumbi et LGD de Augustin Kabouya qui se mettent d'accord. Mouzito qui rejoint le camp Katumbi et Matata Pogno. Comment est-ce que vous analysez la question par rapport à la désignation du porte-parole de l'opposition, comme d'ailleurs le recommande la Constitution de la République? Oui, c'est une question qui est constitutionnellement encadrée. Mais normalement, cette question-là ne devrait pas poser de problème. Parce que vous savez qu'à l'issue des élections de 20 décembre 2023, tous les opposants, tous les candidats malheureux de l'opposition s'étaient mis ensemble et ils avaient tous unanimes sur le fait que les élections ont été mal organisées et par conséquent, ils avaient, avant que les résultats ne soient publiés, rejeté, n'est-ce pas, les résultats qui viendraient issus de ces élections-là. Donc les résultats que Kadima publierait. Et ce qui a été fait, le 31 décembre, pour votre information, pour rappel, certains candidats dont Martin Fayoulou, l'émissaire de Moïse Katumbi, l'émissaire de Matata Pogno, l'émissaire de Delis Sessanga, ils se sont mis ensemble et ils avaient dit net, ces résultats, nous n'allons pas reconnaître ça. Et par conséquent, ça devient, ce n'est pas sérieux que cette question aurait fait surface aujourd'hui. Parce qu'ils avaient dit que ces élections-là étaient une farce électorale. Ils ont qualifié ça de simulacres électorales. Et donc, par conséquent, ils ne devraient pas se poser cette question-là. Parce que le porte-parole là, comme on l'appelle, de l'opposition, c'est réglementé par la Constitution. Et donc, à l'opposition, il suppose que les élections ont été très mal organisées. Et donc, dans un cadre qui n'est pas démocratique, il n'est pas nécessaire, ça ne vaut pas la peine d'organiser et d'avoir un porte-parole. Parce que ce porte-parole-là risquerait, n'est-ce pas, d'accompagner ce que déjà l'opposition avait rejeté justement au préalable. C'est tout ça le problème. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre de légitimer le pouvoir en place? Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est ça le manœuvre du pouvoir. C'est ça au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement, nous retrouvons l'opposition. C'est ça. Au sein du gouvernement, nous retrouvons l'opposition. Pourquoi ne pas cette fois-ci avoir un porte-parole de l'opposition? C'est ça le manœuvre du pouvoir. Vous allez comprendre que Katumbi, Matata et il s'appelle qui? Le président Mouzito. Depuis longtemps, ils sont en train de jouer le jeu, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Ils sont en train de légitimer le pouvoir dont ils ont fustigé les élections. Et là, ce n'est pas sérieux.
Et quand vous voyez les agissements de Katumbi, déjà moi j'ai toujours considéré Katumbi qu'il est toujours proche du pouvoir. Il est Kabyle, il est Tshisekedi. Parce que vous allez vous rappeler lors du FCC Cash, quand le cas s'était trouvé coincé par l'FCC, c'est Moïse Katumbi qui est venu, n'est-ce pas, donner les béquilles au président Tshisekedi. Et c'est grâce à Katumbi que le pouvoir, donc de l'Union sacrée, est arrivé à renverser la tendance au niveau de l'Assemblée nationale à travers les députés qu'avait Katumbi. Et donc aujourd'hui, si Katumbi continue à se battre pour être à l'Assemblée nationale, pour être porte-parole de l'opposition, il est en train de faire le jeu du pouvoir. L'opposition républicaine, c'est pas interdit dans notre pays faire une opposition républicaine. Mon cher Augustin, il faut savoir qu'il y a des formes d'opposition. Il y a l'opposition institutionnelle qui est à l'Assemblée nationale. Et vous allez comprendre que cette opposition, elle est presque inexistante. Parce que sur plus de 470 députés, si je ne m'abuse, disons 500, parce que c'est 500 normalement, qui est seulement 25 députés de l'opposition. 25 représentent quoi par rapport à 500? Ouais. Alors, si le pouvoir veut avoir le porte-parole de l'opposition, qu'il se choisisse seulement un candidat parmi les députés qui sont là de l'opposition. Parce qu'il y a l'aspect parlementaire, vous voyez, cette opposition-là qui est parlementaire, mais la majeure partie des partis de l'opposition ne sont pas à l'Assemblée. Donc une grande partie de l'opposition est extra-parlementaire. Maintenant, imaginez-vous, comment voulez-vous qu'une minorité, n'est-ce pas, puisse diriger la majorité? Parce que quand je vous dis que l'Assemblée, dans l'Assemblée nationale, il y a une infime minorité sélectionnée par le pouvoir en place. Mais justement, ils n'ont pas battu campagne. Pourquoi vous allez dire qu'ils n'ont pas battu campagne alors que les partis de l'opposition étaient partout? Dans le bureau. Je vous donne un exemple. Le LGD de Matapolo avait des candidats partout dans la République. Le rassemblement de Moïse Katumbi, qui n'a ressorti qu'un seul député. Pardon, le rassemblement de Moïse Katumbi avait les candidats partout dans la République. Qui n'a ressorti que 17 Monsieur Docteur Denis Mukwege avait des candidats partout. Mais nous savons comment les élections ont été organisées, comment les élections ont été faites. Parce que beaucoup sont là par les coups de billets. Ça a été décrié et la CENI l'avait démontré. Il y avait de ces candidats-là, il y avait des candidats qui avaient des machines à voter dans leur maison. Donc certains ont été sanctionnés, certains ont été déchus de cette qualité-là de candidats. Monsieur Marius Moubala, est-ce qu'on va bloquer les cette question-là ne devrait pas faire d'actualité. Le cadre n'est pas propice pour organiser cette opposition dans ce sens-là. On est en train de dire qu'ils vont organiser, n'est-ce pas, le règlement intérieur de l'opposition et consorts. Pour régir quelle opposition? C'est ça la grande question. Et cette opposition-là, déjà, à la base, a un statut. Tu sais qu'il y a la loi numéro 07/08 du 4 décembre portant statut de l'opposition. Ça existe. Mais il n'y a pas. Mais est-ce que c'est l'opposition qui va s'organiser? Il n'y a pas un statut qui organise cette opposition-là. Parce que comme je l'ai dit, l'opposition n'est pas que parlementaire. C'est comment ça se présente, monsieur le journaliste? Pour être candidat, pour être porte-parole de l'opposition, il faut avoir été deuxième aux élections passées. Et là, nous reconnaissons que selon les résultats, n'est-ce pas, publiés par Katumbi, selon les résultats publiés par M. Kadima, qui a été décrit par Katumbi lui-même, donc Katumbi lui-même avait refusé, était proclamé comme étant deuxième. Et normalement, s'il faut se baser sur les textes, c'est lui qui devient d'office porte-parole de l'opposition. Mais voilà pourquoi il demande le concours de tout le monde pour pouvoir justement la accompagner. Maintenant, je vous dis que ces élections-là ont été décriées. L'opposition dans son ensemble avait rejeté les élections telles que ça a été organisé. Comment maintenant le même Katumbi aujourd'hui peut revenir et vouloir être candidat et vouloir être porte-parole de l'opposition? Ça, c'est dans le cadre parlementaire. Si nous allons dans le cadre sociologique, et si vous allez me dire que Moïse Katumbi est aussi populaire que Denis Mukwege, est aussi populaire que Martin Fayoulou, est aussi populaire que Delis Sanga, à quoi bon qu'il soit porte-parole d'une infime minorité alors que la majorité les conteste? Les résultats des élections les démontrent noir sur blanc, monsieur Marius. Non, nous disons ici que ces élections ont été mal organisées. Et l'opposition dans son ensemble, messieurs les journalistes, avait refusé de cautionner ces élections-là. Donc l'opposition avait rejeté ces élections-là. Donc, s'il faut parler des élections, ne mettez pas l'opposition dedans. Mais est-ce que l'opposition ne peut-elle pas se réunir, que ce soit l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, pour justement trouver un compromis? Parce que tous font l'opposition. En 2011, disons, en 2006, il y avait une opposition à l'Assemblée nationale. En 2011, l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir,
était le parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, du côté opposition. En 2018, il y avait le parti de Martin Fayoulou qui était là. Pourquoi on n'avait pas cette question-là, on ne s'était pas battu pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de chercher comment avoir une opposition qui va l'accompagner et légitimer son pouvoir. Mais alors que ce n'est pas une violation de la constitution de tous les régimes passés. Au moins le régime non, la question, le problème remonte pendant l'organisation des élections. Très bien. Si les élections ont été bien organisées, on a des élections qui respectent les normes et les standards internationaux liés aux élections, ça ne poserait pas de problème. On allait avoir une opposition aussi forte et solide dans l'Assemblée nationale. Et de cette opposition-là, tout le monde serait unanime pour un porte-parole consensuel. Mais ici, le problème qui se pose est que les élections, c'est ça les soubassements, ont été mal organisés. Tous les candidats malheureux à la présidentielle de l'opposition, ils étaient d'accord par des communiqués à rejeter ces élections ici. Ce n'est pas ce que vous avez rejeté aujourd'hui pour des intérêts mesquins que vous allez venir et vouloir organiser ou bien justement, accepter. Voilà là où je vais vous poser cette question. Ça c'est de l'hypocrisie et être égoïste. Ce que vous avez refusé hier pour votre intérêt égoïste, vous acceptez maintenant ce que vous avez refusé hier. C'est pas juste, c'est pas sérieux. Mais justement, voilà pourquoi je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on va bloquer le pays parce qu'on avait hier rejeté, aujourd'hui, on va aller dans ce bon sens-là pour que le pays puisse développer? Pourquoi ne pas se choisir un porte-parole de l'opposition pour respecter le problème du marché du pays, le problème de développement du pays n'est pas lié au porte-parole de l'opposition, n'est-ce pas? Ceux qui ont le mandat, n'est-ce pas, de nous amener sur les raids de développement, c'est ceux qui sont en train de nous diriger. Mais ceux qui sont en train de nous diriger, ils sont en train de nous diriger par défi, dans la violation des textes. Voyez. Et quand déjà à la base vous ne savez pas respecter le texte, ne vous attendez pas, n'est-ce pas, à un développement quelconque. Parce que les investisseurs qui sont porteurs, n'est-ce pas, de croissance dans un pays, ne viendront pas dans un pays où le texte qui réglemente la vie dans la société n'est pas respecté. C'est par là où c'est là qu'il y a le problème d'abord. Très bien. Il faut déjà commencer d'abord par respecter le texte. Les lois qui régissent, n'est-ce pas, les contours électoraux n'ont pas été respectées. Il y a eu une violation large. Dans le processus était biaisé. De la loi électorale. Ça a été décrié pendant la campagne, pendant la période avant les élections. Et aujourd'hui, maintenant, ils se sentent bloqués par leur propre turpitude du passé. Et donc, l'opposition, il est là, observateur de ce que le gouvernement est en train de faire. Et l'opposition ne fait que dénoncer. Quant à ce qui concerne le développement, ça revient à ceux qui sont en train de diriger le pays. Très bien. Je vais certainement vous poser cette question par rapport à la désignation de porte-parole de l'opposition entre les deux récents régimes précédents, celui de Kabila et celui de Tshisekedi. Kabila qui n'a jamais fait allusion à la désignation du porte-parole de l'opposition, mais du moins le régime Tshisekedi veut en avoir. Quel est le parallélisme que vous faites entre les deux chefs d'État, personnellement d'abord, pour la volonté politique, mais également les deux régimes, par rapport à la désignation de l'opposition? Quand vous voyez les ajustements de ce pouvoir ici, c'est pareil que le pouvoir de Kabila. Le débauchage, n'est-ce pas? La violation de textes. Parce qu'avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avions tous combattu le pouvoir de Kabila. Ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui, c'est ce qu'on avait décrié. Mais les mêmes pratiques sont en train de revenir. Donc il n'y a pas de différence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au lieu d'avancer, le pays a stagné, va même à régresser. C'est là qu'il y a maintenant des difficultés, messieurs les journalistes. Donc il n'y a pas de changement. Mais aussi, le fait qu'on n'avait jamais eu de porte-parole, est-ce que ça a bloqué le pays de ne pas avancer? Violation, évidemment, vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis que la violation des textes, c'est une monnaie courante pour les deux pouvoirs ici, le pouvoir passé de Kabila et le pouvoir actuel. Alors, améliorons ou allons-y toujours dans la violation? Non, déjà, je vous dis que les élections ont été mal organisées. Les élections ont été mal organisées. C'est ça les soubassements. Parce qu'il y aurait une bonne élection, on pouvait, n'est-ce pas, avoir une opposition forte. Je vous dis, sur 500 députés qu'on doit avoir normalement à l'Assemblée nationale, il n'y a que 25. La faute est à qui? Alors que sous Kabila, le deux cycles que Kabila a, les deux mandats que Kabila a gérer le pays, l'opposition allait dans les 100.
députés. L'IDPS lui-même, par moment, arrivé jusqu'à 40 députés. L'INC de Cameroun à l'opposition, il arrivait à avoir 18 députés. Le MLC va au-delà de 20 députés. En 2000, c'est le MLC plutôt qui était majorité dans l'opposition. Pourquoi on n'a pas accordé à l'MLC, on n'a pas donné la facilité à l'MLC d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir le porte-parole de l'opposition. Cette question-là n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il y a eu des violations à la base, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que l'opposition a refusé il y a quelques mois passés, qu'on doit l'accepter, juste pour accompagner le pouvoir en place. Ceux qui veulent accompagner le pouvoir en place, bien, ils peuvent y aller. Parce que Katumbi a été à l'union sacrée. Qui revient, c'est sa maison, n'est-ce pas? Nous avions vu comment est-ce que Matata Ponyo a fait le 12e au pouvoir, y compris Mouzito. C'est seulement la nomination qui leur manque. Mais ils sont prêts à offrir de beaux offices au président de Tshisekedi. Ils peuvent partir calmement et abandonner, parce qu'ils sont en train d'abandonner le peuple. Les combats qu'ils mènent dans l'opposition, c'est les combats du peuple. Ils sont en train de combattre au nom du peuple. Parce que le pouvoir ici n'est pas en train de travailler pour le bien-être de la population. Parce que toutes les politiques sont mises en place par eux, qui devraient normalement concourir à l'amélioration du bien-être de la population. Malheureusement, le bien-être de la population reste, n'est-ce pas, à un niveau trop bas. Très bien. Là, vous avez beaucoup plus parlé en chargeant le pouvoir, permettez-moi cette expression-là, mais retournons aussi du côté des opposants, de l'opposition. J'étais en train de vous poser cette question. Pourquoi l'opposition ne veut-elle pas s'organiser enfin pour faire bloc ou pour bloquer le pouvoir en place? Il y a des divergences entre eux, Fayoulou qui refuse la main tendue de Katumbi, Délice Sanga qui refuse la démarche, et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition elle-même, elle est fragilisée? Monsieur les journalistes, qu'est-ce que vous appelez opposition? Opposition c'est qui? Opposition c'est quoi? Apparemment vous voulez calquer l'opposition à l'image de Moïse Katumbi, à l'image de Martin Fayoulou, à l'image de Délice Sanga. Non, ce sont des individus. L'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition contre le pouvoir ici, c'est le peuple. Ce n'est pas Martin Fayoulou, ce n'est pas... Il y a toujours eu des leaders qui drainent le peuple. C'est le peuple meurtri, c'est le peuple qui manque d'électricité, c'est le peuple qui manque de l'eau, c'est le peuple qui a du mal à circuler. C'est ça l'opposition. Et le jour où le peuple va s'élever contre le pouvoir partira. Ouais. Donc ne cherchez pas à identifier l'opposition en termes des individus, non. L'opposition est le pluriel. L'opposition ne pas seulement des acteurs politiques, les associations, l'église catholique et tout. Tous ceux qui combattent pour le bien de la population, dont la population n'arrive pas à avoir. C'est ça l'opposition contre le pouvoir. Ce ne sont pas ceux qui passent à la télé, non. C'est ce peuple qui souffre. C'est ce peuple qui est en train de mourir de la famine. C'est ce peuple qui est victime de corruption, victime de détournement. C'est ça la véritable opposition. N'est-ce pas? Mais vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est en train de se battre pour ses propres intérêts, accompagner le pouvoir qui est en train de faire souffrir la population, parler au nom de cette population-là. Et pourtant, il ne représente pas la majorité. Oui, c'est ça la grande difficulté. Parce que comme je vous ai dit au début, une bonne partie des organisations politiques de l'opposition sont extra-parlementaires. Et cela a été fait à dessein. C'est qui est aussi reconnu, l'opposition extra-parlementaire. Ça a été fait à dessein. Il n'y a qu'une infime minorité des partis politiques de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne représentent pas, je crois, à peu près 3%. Il y a des députés nationaux. Et ça, c'est très grave, 2 ou 5%. Donc, pour vous, la question de la désignation du porte-parole de l'opposition ne fait pas question de l'ordre du jour pour le moment. Le pouvoir est en train de chercher une opposition qui va le légitimer et l'accompagner dans la forfaiture qu'il est en train de faire. Qui va l'accompagner pour légitimer la misère qu'il a d'infliger à la population. C'est ça. Kabila l'a fait aussi. Mais c'est pourquoi nous avons combattu Kabila. Et Kabila est parti. Et quand le président Tshisekedi est venu, il a suscité beaucoup d'espoir. On s'est dit non, c'est voilà, le fils du pays, le patriote, l'homme qui a combattu pendant des années, qui connaît notre souffrance, qui a souffert avec nous. Voilà qui va travailler maintenant pour notre bien-être. Mais quand vous êtes journaliste, descendez sur le terrain avec votre micro-baladeur et demandez la situation sociale de nos populations. Très bien. Vous allez avoir la réponse. Je rappelle que je reçois sur ces plateaux
Marius Moubalama, il est analyste politique, indépendant, hein, si vous le voulez bien, libre d'esprit, et ainsi de suite. Alors, nous allons justement rester dans le même ordre du dé, parce que nous avons parlé de la désignation du porte-parole de l'opposition. Nous allons rester toujours à l'Assemblée nationale pour changer de thématique et aborder la question sur les émoluments de députés nationaux après l'annonce du président de la Chambre basse du Parlement qui stipulait que les députés reçoivent au moins 5 000 $. Plusieurs réactions qui ont suscité, dont la première réaction était celle de Martin Fayoulou qui a même publié le bulletin de paye et tout ce qui va avec et autres avantages qui reçoivent les députés nationaux. Qui dit vrai dans cette histoire? Je vais rappeler ici d'abord que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a été élu député national en 2018, mais il n'a pas siégé à l'Assemblée nationale. Il a commencé par être d'abord directeur de cabinet du chef de l'État. Et nous savons comment toutes les péripéties par lesquelles il est passé s'est retrouvé à Makala. Après, il a retrouvé sa liberté. Aujourd'hui, il est homme libre. Ça veut dire que la déclaration qu'il a faite se contredit avec ce que l'ODEP, Observateur national de développement des dépenses publiques, a publié. L'ODEP nous révèle que les députés nationaux de législature passée arrivaient, n'est-ce pas, à 21 000 $. Et ce point de vue-là a été renchéri par le passé. Ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Par l'honorable Jean-Baptiste Kassé, quoi, si j'ai bonne mémoire, de l'ICD, qui est passé. C'est lui qui touchait, il dit que tout ce que je touche, mon salaire, y compris les avantages et les invisibles, j'avoisine, je suis dans les 21 000 $. Deli Sesanga, honorable aussi de son état, un député valeureux de notre pays. Parce qu'au moins on peut l'accepter comme ça. C'est un député qui s'est distingué pendant le temps qu'il a passé à l'Assemblée nationale. Il a aussi confirmé le même fait. Ouais. Le président Kamerhe nous a révélé que les députés nationaux n'ont que 14 millions de francs congolais, à peu près 5 000 $. Est-ce que lui ne s'était pas seulement limité? C'est ce qu'avait dit aussi. Parce que pas seulement vous avez cité les autres. Sur ce qui passe par la banque, sur ce que la loi budgétaire ou la loi des finances prévoit. Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres, les à côté. C'est ce qui amène aujourd'hui les députés au-delà de 21 000 $. Mais justement, je vais vous relancer. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Allez-y. On est Congolais. Et nous connaissons les députés qui sont dans l'Assemblée nationale. Qui est ce Congolais-là aujourd'hui qui est prêt, n'est-ce pas, d'accepter qu'on réduit son salaire comme on le présente aujourd'hui et qu'ils applaudissent? Ces députés-là, nous savons comment ils sont dans l'Assemblée nationale. Beaucoup ont investi de l'argent pour être élus. Et pour eux, c'est l'occasion de retrouver leur argent. Je crois que, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que l'honorable président Vital Kamerhe a soulevé cette question-là. Et pourtant, la réalité est connue du grand public. Pendant la campagne, le chef de l'État lui-même, j'avais dit, il allait dans les gens de soutenir, n'est-ce pas? Justement, les députés. Je vous ai invité pour qu'on réfléchisse ensemble. Je vous relance en tout cas, vous aurez tout votre temps. Souffrez que je puisse vous relancer comme ça. Je vous ai d'ailleurs invité pour qu'on réfléchisse ensemble. Le problème, c'est à quel niveau? C'est la rubrique des avantages qui est beaucoup plus exorbitant, ou c'est, parlons en termes des émoluments évidemment, ou c'est les salaires, et bien évidemment qui est 5 000 $, mais sauf qu'il y a des rubriques qui sont beaucoup plus trop exorbitantes, qui comblent jusqu'à arriver à ce moment. Le problème, c'est à quel niveau exactement? Vous savez, la loi des finances a été votée pour les 2024 en 2023. Pendant ce temps, l'honorable Vital Kamerhe n'était pas à l'Assemblée nationale. Maintenant, je ne sais pas par quelle magie on va réduire, n'est-ce pas, les salaires des députés à 14 millions. Au-delà de ça, comme nous l'avions dit, il y a ces à côté-là qui se sont créés eux-mêmes des avantages qui les amènent à ces montants. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Nous envoyons un député à l'Assemblée nationale, par exemple, vous envoyez quelqu'un préparé pour vous. Mais la personne que vous avez envoyé à faire la nourriture pour vous, c'est lui qui prépare, il mange plus que vous, au point que vous vous retrouvez toujours affamé. Nous, la population, envoie les députés à l'Assemblée nationale de travailler pour nous, la population, en fait d'améliorer notre situation de vie. Mais c'est plutôt la situation de vie qui s'améliore chaque jour au détriment de la situation de la population. La population est en train de souffrir dans la misère. Et rien n'est fait. Allez voir à la fonction publique. Tous les retraités, essayez un peu encore de faire votre sondage.
qui sont en train d'aller en retraite. La majorité sont en train de mourir. Pourquoi, messieurs les journalistes? Parce qu'ils ne savent pas tenir les 2 bouts de mois avec ce qu'ils ont comme retraite. Pourquoi? Parce que le gouvernement ici n'a pas si changé la tendance. Les salaires des fonctionnaires tournent toujours entre 200 000 et 500 000 francs congolais. Le prime, c'est ce qui les amène peut-être à 1 million, 1 500 000. Et quand ils vont en retraite, quand on va calculer leur pension, ce n'est pas en fonction de 1 500 000 qui gagnent, mais plutôt en fonction des salaires de misère qu'ils gagnent. Et vous allez voir quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, il part à retraite au grade de directeur, n'est-ce pas? Il se retrouve avec une pension de moins de 200 000 francs. Pendant que vous avez travaillé pendant 30 ans, il va en retraite, il n'a pas pris de 10 000 $. Un monsieur comme ça, il va vivre comment? Et pourtant, après la retraite, quand vous allez à la retraite, c'est le moment où vous commencez maintenant à consommer, n'est-ce pas, vos épargnes, votre pension. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Mais les gens vont dire que non, non, on a bien fait de reconduire monsieur le ministre Eliaou à la fonction publique, il a fait beaucoup d'innovations. On travaille pour le bien-être. Et le bien-être passe par un bon salaire, un salaire décent. Très bien. Alors, la question qu'on va encore se poser est celle de savoir, est-ce aujourd'hui peut-on parler de la réduction des trains de vie des institutions avec cette annonce du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, mais également en commençant par le gouvernement lui-même qui a été revu à la baisse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'effectivité des réductions des trains de vie des institutions? On est loin vraiment de penser à ça. On est loin de penser à cette réduction-là de train de vie des institutions. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la façon dont l'investiture, n'est-ce pas, du Premier ministre a créé de l'agitation au sein de l'Union sacrée, vous allez comprendre que le pouvoir, le gouvernement de Mme Souminwa va passer son temps en entretenant, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Union sacrée, il y a cette frustration. La façon dont le gouvernement a été formé, beaucoup de gens qui s'attendaient se retrouver dans le gouvernement par rapport à les rapports à l'Union sacrée ne se sont pas retrouvés. Ça crée des grognes. Et pendant qu'on s'apprêtait pour, n'est-ce pas, investir Mme Souminwa, déjà les députés de l'Union sacrée ont fait circuler, n'est-ce pas, des pétitions pour que Mme Souminwa ne soit pas investie. Et ils auraient même demandé de l'argent, n'est-ce pas, pour que ce gouvernement-là soit investi. Vous comprenez la fragilité sur laquelle ce gouvernement est assise. Et pour que le gouvernement puisse se maintenir, il faudra entretenir cette Assemblée nationale-là. Et en entretenant cette Assemblée nationale-là, on va le faire au détriment, n'est-ce pas, du bien-être de la population. Et ça va être très compliqué. Donc la question sur la réduction du train de vie des institutions, ça il faut oublier. Regardez, nous avons aujourd'hui 6 vice-premiers ministres. Vous savez, un vice-ministre, ça coûte combien? Un vice-premier ministre, ça coûte combien? Nous avons dans l'ensemble 54 membres du gouvernement. Donc certains ministères n'ont pas d'essence, n'ont pas intérêt d'exister. Plusieurs ministères ont été supprimés, monsieur Marius. Combien de ministères qui ont été supprimés? Et combien de ministères ont été créés? Nous allons réfléchir autour de ce plateau. Prenons le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde 1 et 2 qui comptait au moins 65 membres du gouvernement, 57 ministères. Et aujourd'hui, nous avons 40 ministères, 54 membres du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même réduction? Nous avons 54 membres du gouvernement et ce sont des cabinets divers, ce sont des conseillers, ce sont des chargés d'études, et tout ce monde-là, il faut les entretenir. Et il y a toujours des frais de fonctionnement colossaux qui sortent pour entretenir ces cabinets-là. Et avec ça, pensez-vous que vous allez réduire le train de vie des institutions? C'est quasiment impossible. Monsieur le journaliste, c'est impossible. Regardez, par exemple, quand vous prenez, nous avons un ministère de l'environnement. À côté de ce ministère-là, vous créez un ministère délégué à l'économie et le climat. Par exemple. Ça a un sens qui, il n'y a pas longtemps, je crois que ça a été un conseiller au cabinet. C'est un poste qu'un conseiller occupé au sein du cabinet du ministre. Et à la présidence, parce que la dame qui a démissionné était conseiller qui occupait presque la même charge. Mais qu'on a fait un ministre. Au ministère de l'urbanisme et habitat, on crée ministre délégué
à l'urbanisme chargé de la politique de la ville. C'est pourquoi faire. Et tant d'autres ministères. Mais tous sont dans le budget qui sera alloué justement à ces ministères. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on devrait casser. Le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des recherches scientifiques, pourquoi on l'a toujours scindé? Si on mettait ensemble ces deux ministères-là, ça allait réduire la charge. Le ministère des Finances et de l'économie, c'est un seul ministère. Pêche et élevage par exemple. Et agriculture, pêche et élevage, c'est un ministère. Hein? Commerce extérieur et industrie, on devrait mettre ça ensemble. Et du coup, on pouvait se retrouver avec au maximum 35 ministères. Mais là, on a 40 par rapport à ces... Monsieur, nous avons 54 membres du gouvernement. 40 ministères. Mais ces 54 membres du gouvernement, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Ce sont, monsieur, je vous ai dit que chaque cabinet aura des conseillers, aura des chargés d'études et consorts. C'est beaucoup d'argent qui sera en train de sortir pour entretenir aussi le gouvernement. Donc le budget, n'est-ce pas, ce sera donc une bonne partie encore de ce budget ici, au lieu d'être consacré à l'éducation, à la santé, et à la construction des infrastructures, sera concentré pour encore entretenir le gouvernement. Très bien. Et du coup, la population ne sera pas encore en train de se retrouver. C'est là qu'il y a le problème. Très bien, parce que vous avez rapidement évoqué le cas de la ministre déléguée à l'environnement, précisément concernant l'économie et le climat, qui a tout récemment démissionné. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire un mauvais signal par rapport au gouvernement Judith Toulouka? Je crois que c'est ce plateau ici que j'avais dit que ce gouvernement ici, de Mme Souminoa, est porteur de beaucoup de germes et de conflits, qui ne vont pas lui permettre, n'est-ce pas, de bien travailler. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses en tout cas, et on va dans tous les sens. Mais la vérité n'est pas connue. Et moi, je m'en tiens à ce qui a été écrit dans ces documents qui circulent sur les réseaux sociaux, qui de reste pour moi n'est pas un document sur lequel on devrait normalement se confier. Parce que ce document-là n'a pas un cachet, n'a pas de référence, ne pas si. On a juste paraffé. Et sur base de ce document-là, qu'un ministre dans un gouvernement d'un pays démission. D'ailleurs, la démission, parce que cette dame-là, la lettre est écrite de façon officielle, annonçant sa démission, on ne l'a jamais vue. C'est le communiqué, n'est-ce pas, du cabinet, le même jour, donc le même jour, la dame démissionne, le même jour, la première ministre prend acte, le même jour, on en informe le chef de l'État, le chef d'État en prend acte, et le même jour, il y a un communiqué qui sort. Qu'est-ce qui est caché? Vous comprenez qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a de la mousse sous roche par rapport à cette démission-là? Je vous dis que dans le gouvernement, il y a beaucoup de conflits. Je vous avais dit, nous avons un ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement gère beaucoup de choses, y compris nos forêts. Et le climat, et l'économie du climat, là on gère les ressources générées par nos forêts. Maintenant vous prenez les ressources générées par les forêts, gérées par Madame F. Bazaïba, vous donnez ça à une autre personne. Vous comprendrez par là que ce sont déjà des conflits. Une bonne partie des ressources du ministère de l'Environnement, vous les récupérez, vous les donnez à une autre personne. Donc il y aura des conflits de compétences au sein de ces... Conflits de compétences, conflits des attributions. C'est ça aussi. À l'urbanisme, vous avez les deux ministères là. Le ministre lui-même et son ministre délégué. Ils seront en train de faire quoi? Et ce sont des conflits qu'il faudra toujours gérer. Il y aura quand même un job description qui sera... Ces job description là, ça veut dire qu'il y aura des attributions d'un ministère qu'on prendra pour donner à l'autre. La première ministre, elle a dit qu'il y aura un séminaire du gouvernement. Par là, on saura comment dispatcher. Voilà, maintenant, quand vous parlez de séminaire, tu vois là où on utilise le budget de l'État. C'est de l'argent encore qu'il faudra encore faire sortir pour organiser ces genres de rencontres. Voilà. Ça veut dire que pour moi, en fait, la cause de la démission de la dame n'est pas connue. Et moi, je peux supposer que la dame il s'est dit non, l'environnement dans lequel je me retrouve ici n'est pas propice pour que je sois utile. Elle a parlé des raisons. Elle a parlé de convenances personnelles. Ces convenances personnelles, maintenant je réfléchis. Peut-être elle s'est dit, ce gouvernement ici, la façon dont il a été confectionné, la façon dont nous sommes en train de travailler, il y aura assez de conflits. Et moi, je n'aimerais pas. Et par rapport à ma formation et mon éducation, je n'aimerais pas me retrouver dans ce genre de conflits-là. Et de surcroît, je préfère me retirer pour préserver. Est-ce qu'elle n'a pas été contrainte à démissionner, par exemple? J'ai dit ici qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas se fier sur ce qui se dit, sur les rumeurs. On s'en tient sur ce qui est écrit dans la lettre. Et imaginez-vous, la personne qui démissionne de lui-même, il part. Mais dans les communiqués, on dit que non, elle est, n'est-ce pas,
dédouané de toutes les responsabilités liées. Mais il avait déjà démissionné. On ne sait pas, le communiqué de la primature, ça crée aussi une confusion. Quand vous lisez bien, vous analysez bien, à la fois c'est une démission, à la fois c'est une révocation. Très bien. Et ça crée, du coup, ça crée une confusion. On ne sait pas. Très bien. Alors, nous allons évoluer par rapport à ces quelques minutes qui nous restent parce que nous parlons déjà du gouvernement. Nous avons abordé la question sur la démission de la ministre déléguée de l'économie et du climat en charge de l'environnement. Nous allons aussi parler sur cette question qui fait couler aussi beaucoup d'encre par rapport aux décisions d'entrée de jeu du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba. Comment est-ce que vous, d'abord, personnellement, vous jugez les deux décisions prises d'entrée de jeu de ces ministères? Les décisions liées aux poursuites de ceux qui sont dans la pratique homosexuelle. Ouais, exactement. Et nous allons d'abord dire ici que l'homosexualité n'est pas dans notre us et coutume. C'est une antivaleur que nous devons combattre à tous les niveaux. L'Occident est en train de nous faire accepter des choses qu'on ne peut pas accepter. Et par là, permettez-moi de saluer le président, je crois, Uhuru Kenyatta, qui devant Obama, quand il était au Kenya, voulait assez que le président Uhuru Kenyatta, dans son pays, puisse accepter ce genre de pratiques. Et il lui avait dit directement en face que non, nous avons nos us et coutumes et nous n'allons pas aller au-delà. Si vous vous sentez à l'aise dans ce genre de pratiques-là, c'est là chez vous. Mais ici, au Kenya, ça ne passe pas. Vous voyez? Et donc, quand il y a des initiatives pour combattre ce genre de pratiques, nous saluons. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est ça la priorité dans le secteur de la justice? S'il vous plaît. Je finis d'abord, je vais y arriver. Allez-y. Nous saluons. Mais également, il faut que cela suive une procédure légale. Dans notre pays ici, au-delà que c'est un tabou, c'est une antivaleur. Mais sur le plan légal, cela n'est pas une infraction. Il n'y a aucune loi qui pénalise ces genres de pratiques-là. Maintenant, demander à ce qu'il y ait des poursuites de genre de personnes-là, ça va appeler au soulèvement des organisations des droits de l'homme. N'est-ce pas? Où est-ce qu'on devrait normalement commencer? Il est membre du gouvernement. Il devrait d'abord commencer par initier, n'est-ce pas, une loi qui sera votée à l'Assemblée nationale qui pénalise ces genres de pratiques. Et là, la justice pourra avoir une loi, un soubassement sur lequel il pourra commencer à agir. Mais du reste, c'est un délit. Mais le ministre, il n'a pas commencé par là, il devrait d'abord commencer par là. Il propose au Conseil des ministres et le gouvernement dans son ensemble maintenant fait un projet de loi qui va soumettre à l'Assemblée nationale pour vote. Donc la procédure a été d'abord biaisée. À la base, la procédure a été biaisée. Et du coup, on peut poursuivre des gens, n'est-ce pas? Mais à la fin, ils seront toujours libérés. Parce qu'il n'y a pas une loi qui les condamne. Maintenant, cette question-là, par rapport au problème qu'il y a au pays, ça ne devrait pas être une des premières décisions qu'il devrait prendre. Il y a des cas de détournement. Il y a des cas de corruption. Dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de magistrature, dans le secteur financier, dans le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'argent qui a été sorti pour financer les infrastructures, pour financer beaucoup de choses dans notre pays qui n'a pas abouti. C'est par là que le ministre devrait commencer. Il doit faire un effort de quitter dans le populisme et arriver à toucher des questions sensibles, n'est-ce pas? Des questions qui touchent directement au bien-être, qui va toucher dans le sens de redresser l'homme congolais. Ouais. Il y a de grands problèmes dans le pays ici. Nous sommes dans un état de guerre. Mais est-ce que parmi les problèmes, on doit toujours commencer quelque part? Il a ciblé le problème et aujourd'hui, la suite, il y a aussi cette interdiction des églises, organisations, ONG, ASBL et tout ça. À quoi est-ce que tout ça touche directement à la vie de la population? À quoi est-ce que tout ça touche aux problèmes réels que nous avons? Le problème que nous avons, il faut bien faire le diagnostic de notre problème. Très bien. Docteur Mukwege l'a si bien fait. Le détournement, la corruption, n'est-ce pas? La famine de la population, la misère. C'est par là qu'il devrait d'abord commencer à frapper, n'est-ce pas? À frapper. Mais malheureusement, les églises et consorts, tout ça, c'est la conséquence. Donc le problème c'est quoi?
C'est la famine, les gens sont en train de souffrir. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas le boulot, il finit par un bon matin de créer une église. Il est pour avoir de l'argent facile. Mais si les gens avaient des boulots, avaient des occupations, c'est pas en train de faire tout ça. Donc lui, il est en train de s'attaquer aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Ça, c'est un problème. Hein? Soyons quand même sérieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Je l'ai vu en train de passer un bon moment avec le fonctionnaire organiser le café matinal, l'hymne national. Tout ça, c'est le populisme. Ça n'a pas de sens par rapport au travail qu'il a à faire. Là, nous l'attendons sur des questions sérieuses, n'est-ce pas? La réforme de la justice, mettre le magistrat à l'abri de tout besoin, n'est-ce pas? Il doit travailler en sorte que la justice soit totalement indépendante. Veillez à ce que la justice militaire, la justice civile soit bien organisée et que ça soit respecté, que ça soit totalement indépendante et puis c'est vrai dans l'indépendance totale. C'est là qu'il doit travailler. Donc organiser l'appareil judiciaire de faute en comble. Très bien. Les petites questions là de prendre le thé le matin, traquer c'est pas moi les églises et consorts, là ce sont maintenant les conséquences. Il doit maintenant chercher à creuser le cause, les racines pour en finir une fois pour toutes. Merci beaucoup, Monsieur Marius Moubalama. Je rappelle que c'est avec vous que nous avons passé en revue l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Nous avons parlé sur la question de la désignation du porte-parole de l'opposition, mais également cette affaire des émoluments de députés nationaux qui fait couler beaucoup d'encre. Mais aussi nous avons parlé du fonctionnement du gouvernement ainsi que quelques ministères, celui de la justice ainsi que la récente démission de la ministre déléguée à l'environnement en charge de l'économie et du climat. Alors nous allons nous quitter par là. Vous avez 1 minute 30 secondes pour justement votre dernier mot pour cette émission, évidemment. Oui, c'est ça que je disais. Le gouvernement ici, depuis sa nomination, n'est-ce pas, n'a pas suscité vraiment de l'espoir à voir la manière dont ça a été. Ils n'ont pas encore travaillé, ils ne sont qu'à 2 semaines. Le problème n'est pas de travail. Déjà, quand il commence déjà comme ça et qu'il y ait des démissions dans le gouvernement, c'est déjà un problème. C'est déjà un déséquilibre total parce qu'ils ont formé ça en fonction du programme. Mais déjà, il y a une partie qui vient de partir, ça crée le déséquilibre. Ouais? Et donc, le gouvernement ici, on n'attend pas vraiment grand-chose. Et surtout que je ne vois pas ce gouvernement sur une longue période. C'est un gouvernement très fragile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté dans sa nomination les normes qu'eux-mêmes déjà, à la base, c'était proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Dans les partis politiques et les regroupements, on a de se plaindre dans le sens qu'on n'a pas respecté les ministres qui sont là, une bonne partie ne sont pas le choix de leur parti politique. Très bien. Et ça, du coup, ça fragilise l'union sacrée dans son ensemble. Et quand ça fragilise comme ça, c'est qui gouverne, c'est nous, la population, qui va en payer et la peau cassée. Merci beaucoup, Monsieur Marousse. Question d'actualité, la régie va un peu m'excuser. 1 minute tout simplement. Lancement des travaux des rocades Kinshasa. Ces projets va justement contourner 4 communes, à savoir la commune de Mongafula, de Kiseso, si je ne m'abuse pas, de Ndjili, ainsi que la commune de Lancélé. Et ces travaux ont une durée de 3 ans. De bonnes intentions. Le projet n'est pas en soi mauvais. C'est un bon projet. Qui seulement au gouvernement de bien encadrer ça. Il faut que l'IGF ait levier sur... Ce sont les dossiers que le ministre de la Justice doit justement braquer. L'IGF, la justice, le Parlement doit suivre ça pour que l'exécution aille jusqu'au bout. Parce que beaucoup de projets ont été commencés, on a décaissé de l'argent qui n'a pas fini et qui n'a pas abouti à sa fin. Espérons que cette fois-ci, l'argent qui sera... Les projets qui ont toujours été lancés ne sont pas de mauvais projets. Mais c'est dans la pratique où... La faisabilité. C'est dans la faisabilité. Très bien. Et dans cette faisabilité-là, il faut inviter maintenant toutes les structures possibles de contrôle, donc l'IGF, le ministère de Justice, tout ce monde-là, la Cour de compte, le Parlement, pour qu'ils puissent suivre la chaîne de dépenses et d'exécution de ces projets-là. Le projet n'est pas mauvais en soi, mais c'est dans la faisabilité où ça peut se poser des problèmes. Très bien, merci beaucoup. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, tout en espérant vous retrouver dans le tout prochain jour avec d'autres thématiques, évidemment. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir invité. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis et restez toujours branchés sur les antennes de RL Télévision. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe technique. Christian Mabiala et Christian Tondo étaient aux affaires. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Allez. Merci.